On reçoit aujourd'hui, pour les énigmes partagées à Galma, Frédéric Worms, professeur de philosophie, philosophie contemporaine française à l'École normale supérieure à Paris. Donc, c'est le moment de commencer. Et au fond, je voulais vous interroger sur ce mot « moment » qui est très central dans votre œuvre, avec différentes utilisations, différents abords. Les énigmes partagées, c'est l'idée de mettre en jeu neurosciences, psychanalyse avec un invité. C'est vrai que la question du temps, de la continuité, de la discontinuité est centrale pour nous. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est le moment ? Alors, merci d'abord de votre invitation. Je suis très heureux d'être là, justement, à mon avis, pour des sujets qui relèvent du moment présent. Les rencontres psychanalyse, neurosciences, à mon avis, elles définissent quelque chose du présent. J'utilise cette notion de moment quand même d'abord en histoire de la philosophie, mais ça peut être généralisé. C'est-à-dire, pour moi, un moment, c'est en effet une discontinuité, l'émergence d'une question qui, tout à coup, devient générale, passe d'un statut local à un enjeu général. À mes yeux, par exemple, c'est la question du vivant aujourd'hui. Et en même temps, a un effet qui est de reculer une autre question dans l'histoire. Une question devient périmée. Donc il y a l'émergence d'une question, mais au point de convergence de plusieurs expériences ou de plusieurs discours. Par exemple, il me semble que dans les années 60, la question du langage n'est pas réservée à la linguistique, est au point de recoupement avec l'anthropologie, avec la philosophie, toutes sortes de dimensions, se généralise et donc du coup devient une question non plus locale mais générale et renvoie à d'autres questions un peu les périmes. Enfin, il y a un effet aussi de convergence non seulement de discipline mais de positions singulières, donc de relations. Donc c'est un peu ça que j'appelle un moment, c'est quand une question devient partagée et c'est vrai que ça peut être transféré de l'histoire de la philosophie ou de l'histoire intellectuelle en général à l'histoire relationnelle. Il est vrai qu'il y a de l'avant et de l'après quand il y a une question commune qui est partagée et qui est nouvelle entre plusieurs personnes ou entre plusieurs discours. Ça veut dire que le moment est un moment synchronique avec l'idée de moment, parce que bon, on pourrait... là, c'est vrai que c'est très intéressant pour moi en particulier, parce qu'on organise à Genève bientôt un congrès qui s'appellera Moment de crise. Ouais. Et au fond, on a associé l'idée, mais peut-être... au fond, l'idée de crise à l'idée de moment, enfin de moment décisif. Voilà, moi je pense qu'on est dans un entre-deux. On n'a plus un sentiment de l'histoire globale, c'est-à-dire que le moment n'est plus pris dans une dialectique générale, c'est plus un moment dans un processus identifiable, on ne sait pas trop où on va, donc il y a crise. Et en même temps, il y a un sentiment conscient d'histoire, de rupture. La crise vient briser, il y a un avant et un après, on sent qu'il y a des basculements. Et donc, on n'est pas non plus dans le n'importe quoi, dans une sorte de succession d'événements purement chaotiques. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une histoire absolue, qu'elle soit religieuse, providentielle ou dialectique, hegelienne ou marxiste. Il n'y a plus d'horizon absolu évident. Mais on n'est pas non plus dans le chaos parce que la crise, justement, nous oblige à penser l'avant et l'après. Il y a des choses qui font irruption. Et il y a tout à coup, un événement peut en effet tout changer. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, mettons le 11 septembre 2001, avant et un après telle ou telle découverte scientifique, avant et après telle ou telle prise de conscience. Par exemple, mettons qu'effectivement, il y a une prise de conscience de la finitude de la planète, de la destructibilité de la planète ou de la vie sur la Terre, du fait que ça devient un nouvel horizon géopolitique, prise de conscience aussi d'une cérébralité, d'une notre appartenance au vivant, de l'importance de notre cerveau. Ça définit quand même un avant et un après, la question étant que ça n'est pas réglé, aucun fait ne définit le moment, c'est des questions. Et c'est toujours un moment, toujours à moitié conscient, moitié inconscient. François Sermet a mentionné le terme de synchronie. Ouais. Et effectivement, c'est un terme que nous avons pas mal utilisé dans nos réflexions. Et même, je dirais, on essaye même de le mettre en pratique dans quelques expériences que nous conduisons avec les collaborateurs d'Agalma, notamment dans le contexte de la synchronie comme
un moment de créativité, un moment qui, en fait, comme vous l'avez dit, met en jeu. Enfin là, je fais un pont comme ça, Oui, on oui, verra mais il faut, s'il tient la justement. route ou s'il tient ou s'il s'écroule. Mais c'est l'exercice des énigmes partagées. L'idée, c'est que l'expérience, les traces, alors on pourrait dire les phénomènes historiques, s'inscrivent dans une diachronie. Ils arrivent les uns après les autres, ils s'inscrivent les uns après les autres. Et puis, il y a un moment, quelque chose, un temps, une émergence qui fait que cette diachronie, ces éléments qui se sont inscrits de manière diachronique, qui peuvent constituer par exemple l'individu à travers les traces, l'expérience, mais ça peut être des idées, eh bien, il y a l'émergence qui parfois est surprenante, qui parfois est créative, qui parfois crée, en tout cas une discontinuité, même je dirais toujours, mais qui crée quelque chose de complètement nouveau, qui ne peut pas exister sans cette séquentialité, sans cette diachronie, mais qui en même temps est vraiment distincte. C'est un moment unique et on discute, on entretient cette idée de créativité liée à ce moment. Alors, bon, ça c'est plutôt au niveau individuel, parce que c'est quand même ce sur quoi nous travaillons, c'est l'émergence de l'individualité. Mais votre remarque initiale sur le moment, du point de vue historique et philosophique, m'a fait penser à cette analogie, finalement, qu'on peut faire, je crois, sans trop tirer les choses, de se dire qu'il y a des... Vous pouvez parler de mouvements, et puis il y a effectivement un avant et un après, là aussi, chez un individu. Oui, c'est évident que c'est toujours individuel, c'est toujours l'histoire de quelque chose ou de quelqu'un qu'on peut isoler, mais en même temps, pour moi, c'est toujours relationnel. Quand il y a un moment, c'est qu'il y a toujours justement une sortie hors de soi ou une rencontre avec une extériorité ou avec un autre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut vraiment parler de moment, parce que dans une histoire individuelle, sinon on ne saurait pas le situer. C'est-à-dire, est-ce que le moment est vécu comme tel sur l'instant? C'est pas sûr. Est-ce qu'il est reconstruit rétrospectivement? C'est pas sûr. Or, en fait, ce qui permet d'attester qu'il y a eu moment, c'est qu'il y a eu une rencontre. C'est toujours une simultanéité entre un événement extérieur et un vécu, ou bien entre deux personnes, et le rôle de la culture humaine étant aussi de construire des moments, à la fois de les réaménager rétrospectivement, c'est le rôle de l'histoire sans doute, mais aussi de les construire comme on aménage le temps d'une conversation, comme on se prépare à passer un bon moment ensemble. Ce qui me frappe aussi dans l'expérience du moment, c'est une expérience temporelle, mais inconsciente de l'être. Je pense que, enfin, plutôt, il y a deux manières de vivre l'expérience du moment. Il y a une manière inconsciente, qui, à mon avis, est plus intense parce qu'elle est dans le contenu. Par exemple, mettons, dans l'histoire de la philosophie, les premiers structuralistes ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient avec le langage, ils le généralisaient, ça passait de la linguistique à l'anthropologie. Puis tout à coup, il y a un moment de prise de conscience et on se dit, tiens, c'est nouveau, ça fait histoire. Puis là, la mode arrive, les journaux disent, ah, on est dans l'époque structuraliste, le isme arrive. On est dans la structuration explicite du moment et c'est peut-être une perte, c'est vécu comme une perte. Et je pense que dans la vie humaine, c'est pareil, on passe un bon moment ensemble sans le savoir. Et puis quand on se prépare, quand on le regrette, quand on commence à en prendre conscience, c'est peut-être une mise à distance. Il y a ces deux rapports au moment, quand on le fait sans le savoir et quand on le sait sans plus le faire. Et ça peut être aussi généralisé. Je pense que le rapport au temps est peut-être d'autant plus profond qu'il est inconscient. Juste pour poursuivre, excuse-moi, par rapport, parce que vous mettez en jeu justement la dualité, l'autre. En fait, de nous, dans ces expériences qu'on essaye de mettre en place ici, on a cette idée, on a deux musiciens qui jouent, qui improvisent. Donc déjà, l'improvisation délie un petit peu de la trace, mais en même temps, elle est basée là-dessus. Et puis, on attend ce moment de synchronie qui se produit vraiment de manière alors absolument étonnante. On a des enregistrements qui le manifestent. Et donc, c'est vrai, là, c'est deux. Mais disons, c'est effectivement l'autre, il faut l'autre aussi pour cette émergence. Oui, mais ça veut dire que cette définition du moment, elle est sur la base d'une discontinuité, finalement. C'est la condition du moment. De la façon dont vous dites, le moment, il est décalé presque temporellement par rapport à la discontinuité. Il y a une discontinuité qui se produit, une synchronie, une émergence, une nouveauté. Et puis, au fond, qu'est-ce qui la constitue, cette discontinuité, comme un moment?
Est-ce que c'est après coup parce qu'on s'aperçoit que ça a eu lieu? Ou effectivement, est-ce que c'est vraiment dans la discontinuité que ça se produit? Je pense que les moments les plus profonds sont imprévisibles. On ne les a pas préparés et on les méditera éternellement après coup. Ouais. Et en même temps, justement, le rôle enfin, le sommet de la culture, peut-être, c'est d'aménager l'imprévisible, de lui prévoir sa place, en sachant qu'il va s'y passer quelque chose. Et c'est vrai que, bon, comme quand Paul Valéry se mettait à sa table le matin pour écrire, il disait « je vais me faire des surprises ». C'était le moment où il savait qu'il allait... Il préparait le moment où il savait qu'il n'allait pas savoir ce qui allait se passer. Donc il faut cet équilibre entre les deux. Sinon, on est dans l'irruption à laquelle on ne sait pas donner le sens de la nouveauté, ou bien dans la programmation, qui abolit aussi l'expérience de la nouveauté, parce qu'on dit, tiens, aujourd'hui, je vais changer le sens de l'histoire, ou bien aujourd'hui, ce sera le plus grand jour de ma vie. C'est impossible de le faire. Voilà. Oui, donc, c'est-à-dire il faut un double mouvement, il faut une deux. anticipation. Il faut les deux. Ça ressemble beaucoup à la psychanalyse, si je peux me permettre. Il faut une anticipation. Mais je crois que la psychanalyse a construit un cadre génial pour des moments interhumains. Oui, elle a construit un cadre répétitif, même tout à fait répétitif, pour qu'il s'y produise de l'imprévu, quoi. Finalement, c'est ça, la psychanalyse. Mais ça veut dire que ça l'anticipe, Voilà. et en même temps, rétrospectivement, ça le constate, quoi. Il y a un mouvement... Structurer l'imprévu et la relation, mais c'est vrai que c'est vrai dans la vie humaine. Quand on se donne rendez-vous pour voir des amis, on prévoit l'heure, et après, voilà... on fait pas un scénario normalement, de la soirée, quand ça se passe bien, c'est pas entièrement programmable. Oui, d'ailleurs, quand on parle dans une conversation, la caractéristique du fait de parler, c'est de ne pas savoir ce qu'on va dire, quoi. Finalement... Voilà, dans la conversation heureuse, dans la conversation réelle. Ouais. Et à mon avis, c'est tout à fait important. Je pense que quand on a trop conscience du moment, on le perd. Mais deux remarques. D'abord, cette question que la parole, quand on parle, quand on a une conversation, aussi on parle dans l'imprévu, je demandais à un des deux musiciens qui participent à l'expérience, Orazio Shortino, qui est un virtuose, un grand pianiste, et qui fait beaucoup d'improvisation. Je disais, mais comment ça se passe? Il me dit, mais écoute, c'est comme parler. Quand je parle, j'improvise. Ah ouais. et donc, bon, ça c'est une chose. L'autre chose aussi, vous avez dit très justement, et là ça touche, mais c'est peut-être une réflexion plus sur un petit peu comme ça, sur la société actuelle, bon, mais qui fait partie de notre conversation. Ce que vous dites par rapport au summum d'une société, c'est de créer justement les conditions pour que se passe l'imprévu. C'est aussi, quelque part, une société, en tout cas, où, disons, l'académie, les institutions de soutien à la recherche se doivent de créer ces conditions. Or, je dois dire que malheureusement, on est de plus en plus dans un milieu où finalement on doit anticiper ce que l'on va trouver pratiquement. Quand on écrit une demande de fonds, on doit dire voilà, dans absolument. 6 mois, c'est les fameux milestones, absolument. Les fameux deliverables. Et c'est quelque chose qui tue la science. Bon, heureusement, on ne peut pas tuer les cerveaux créatifs, donc les gens se débrouillent. Mais il y a quelque chose. Alors, en regardant plus du point de vue de la sociologie et de l'anthropologie, il y a quand même une... moi, je voudrais même dire le terme dérive, où justement, on a peur de l'imprévu, on a peur et tout ce qui n'est pas prédictible devient pas sérieux. Quand je me réfère aux questions scientifiques, et donc une demande de fonds, je prends vraiment l'exemple spécifique des fonds européens, je vous assure, c'est en fait, vous devez décrire ce que vous allez faire tous les mois, quoi. Donc, si vous faites ça, ce n'est pas de la recherche, alors c'est autre chose, peut-être utile, mais ce n'est pas de la recherche. Et là, il y a une vraie dérive dans ce sens-là. Je me demande, maintenant, pour revenir à des choses, disons, un peu plus... disons, plus générale, qu'est-ce que vous pensez dans la société contemporaine qui pousse à, c'est vrai, à vouloir s'assurer du futur et de ne pas laisser le temps à l'improvisation, à l'imprévu? Je pense qu'on vit dans un moment justement un peu tendu où il y a quand même des contraintes très fortes et qui, paradoxalement, interdisent la prise de conscience de ce qui se passe et la liberté de réfléchir qui serait la vraie réponse
à ces contraintes. Moi, je travaille beaucoup, comme vous d'ailleurs, sur le soin, sur la relation de soin, etc. Et je m'aperçois qu'évidemment, le soin est toujours pris dans une contrainte temporelle très forte. Il y a l'urgence ou bien il y a l'attente. Enfin, donc c'est une prise de conscience du temps et forcément une contrainte technique et une mesure. On doit faire ça pour l'instant. Et puis le programme de recherche a évidemment pour but la guérison ou pour but le traitement. Et donc c'est normal de normer, si j'ose dire. Mais en même temps, ça redouble la souffrance du malade, par exemple, qui est toujours une double peine à mes yeux. Il est malade, mais en plus, on lui fait prendre conscience soit de l'arrivée de la proximité de la mort, soit du sentiment de l'urgence, soit de l'attente. Bref, il a en plus un rapport critique au temps. Et c'est un peu généralisable à notre société, je pense, aujourd'hui. On prend conscience des dangers, et donc tout est normé par ça. On voudrait programmer les solutions. Or, je crois que la vraie réponse, une autre dimension du soin très importante, c'est puisque ce rapport au temps est en fait partie du problème. En fait, programmer, c'est vraiment parce qu'on est dans l'urgence. Il faudrait au contraire comprendre que répondre à ce problème, ça n'est pas répondre sur le même terrain que lui, en se tenant dans l'urgence, en programmant, en étant dans l'attente, dans l'angoisse ou dans l'urgence, mais au contraire en prévoyant aussi des moments de relation où on oublie cette pression du temps. Et je pense que dans le vrai soin, il y a les deux aspects. Pas oublier le tic-tac de l'horloge, l'heure du soin, l'heure de nourrir, de manger, de boire. Il y a des contraintes. De même pour les sociétés, mais il faut aussi ménager des moments de liberté. Et on sait très bien qu'un médecin qui a une vraie relation, même dans les 10 minutes de la consultation, il va prendre le temps de parler librement et on oubliera 5 minutes le temps. J'étais avec un médecin qui dirige un service d'urgence, un SAMU, en France, dans le Pas-de-Calais. Donc il arrive dans des hélicoptères parfois, il est dans l'urgence totale. Il dit qu'il prend toujours 1 seconde avec le malade pour oublier justement l'urgence. Et là, il est dans un temps qui est un moment en un autre sens. Ouais. Et je crois que c'est extrêmement important, je crois que c'est tout à fait généralisable, il faut construire ce moment de confiance, justement parce qu'on est dans l'urgence. On est dans un moment de crise, c'est vrai, mais la vraie réponse à la crise, c'est aussi en un sens de l'oublier et de laisser émerger les problèmes et pas d'être obsédé par sa solution, par la réponse technique. Oui, ça veut dire que dans l'idée du soin, et du moment, c'est un moment de rencontre, quoi. C'est-à-dire créer des conditions d'une rencontre, c'est-à-dire oublier le temps. Enfin, c'est assez paradoxal. C'est paradoxal, pour arriver mais à entrer dans le temps, il faut oublier le temps. C'est paradoxal. On est vraiment dans le temps quand on l'oublie. Et quand on en prend conscience, on n'y est plus. C'est-à-dire qu'on le mesure, on le calcule, mais il ne se passe plus quelque chose en lui, en fait. On n'a plus... Et du coup, rétrospectivement, on dira bah oui, c'était la routine, il ne s'est rien passé. Alors que quand on y était sans le savoir, il se passait tellement quelque chose qu'après on dit c'était un bon moment, ou bien justement il y a un avant et un après, on est surpris. Et dans la politique de la recherche, c'est pareil. Là, il faut faire confiance aux gens pour que la nouveauté surgisse sans qu'elle soit entièrement programmable. Oui. Mais alors quand on dit moment de crise, comme le titre qu'on a choisi pour ce colloque psychanalytique, il y a presque quelque chose de contradictoire, parce que finalement le moment et la crise, d'un côté ça va ensemble, c'est-à-dire le moment décisif, la discontinuité, la coupure, la nouveauté, le surgissement, et de l'autre côté le moment c'est aussi, si on prend dans la perspective du soin, comme vous venez de la poser, c'est quand même le rétablissement, enfin quand même entre le passé qui n'est plus et l'avenir qui n'est pas encore, dans la faille du présent, c'est créer une sorte de nouvel espace, quoi. Oui, c'est-à-dire, en même temps, la crise, c'est la forme vide du moment, c'est-à-dire c'est la discontinuité comme pure rupture, et le sentiment de la rupture, sans savoir exactement ce qui est brisé et ce qui ne l'est pas. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut dépasser cette discontinuité vide pour comprendre exactement s'il y a crise, s'il y a changement, où elle se situe, ce qui vraiment est en train de basculer. Et là, il faut entrer dans la recherche libre et dans la réflexivité. On ne sait pas exactement où est la crise. On sait qu'il y a des basculements, mais si on veut comprendre comment y répondre, il faut prendre le temps aussi d'y réfléchir. Donc il faut que le moment soit aussi réflexif, partagé, intellectuel, mettre ensemble les gens qui le vivent, et pas être simplement en train d'échapper à la mort, d'échapper... La vraie rupture, c'est... Donc la crise nous indique qu'il se passe quelque chose, mais sous la forme vide de l'urgence, du danger. Il reste encore à comprendre ce qui se passe.
Et donc le moment, c'est aussi une épaisseur dans une histoire. Cette crise a une histoire, elle ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas la même par exemple qu'en 1929. On peut la vivre sur le mode de la répétition ou sur le mode des années 30. Est-ce qu'on répète les années 30? Je crois que c'est illusoire. En même temps, c'est vrai que les crises profondes ont des prolongements dans le temps. Donc je pense qu'en fait, les deux guerres mondiales du XXe siècle ne sont pas terminées, mais les révolutions non plus. Donc il faut redonner sens à cette crise en la singularisant. Et Ça en veut dire qu'au reliant. moment au moment où on pense la crise comme un moment décisif, on n'est déjà plus dans la crise, quoi. Il y a un côté, comment est-ce qu'on pourrait dire, dialectique, même antinomique entre la crise et le moment. C'est-à-dire quand on repère un moment comme moment de crise, il est déjà dans une autre valence de reprise, de fiction, de reconstitution. Enfin, la notion de moment est finalement très liée à celle de soin par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, mais encore une fois, repérer un moment comme un moment de crise ne suffit pas. Il faut, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment une forme vide qui peut être un peu illusoire, un peu angoissante, un peu paniquante. C'est une irruption, mais on ne sait pas bien de quoi. Et je pense que c'est aussi en élargissant l'expérience de la crise, en regardant comment elle est, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait vraiment, euh, quelle est la toile de fond, par exemple. Cette crise d'aujourd'hui, elle est aussi écologique, elle est un basculement général de la représentation de l'homme qui se découvre de nouveau vulnérable, de nouveau animal. Donc c'est pas seulement une urgence vitale en général, c'est-à-dire que comme si effectivement l'homme est toujours mortel, l'histoire est pleine de guerres, etc. Mais quelles sont les guerres d'aujourd'hui? Quelles sont les causes de mortalité d'aujourd'hui? Quelles sont aussi les ressources d'aujourd'hui? Quelles sont et ça, je crois que le moment de crise doit nous renvoyer à la crise du moment. Quelle est la crise du moment? Quelle est notre crise à nous, qui n'est pas exactement celle d'avant, qui est plus grave par d'autres côtés, qui est réactive et qui, par un autre côté, peut aussi avoir des ressources plus profondes, puisque nous sommes conscients que la crise est un peu structurelle. Encore une fois, on ne la place pas dans une histoire globale, il n'y a plus de sens global, mais en même temps, le risque, c'est de faire de la crise notre condition. Sloterdijk dit d'une façon assez raccourcie, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Peter Sloterdijk, où il dit « la crise est devenue notre sacré ». La crise a remplacé Dieu. C'est ce que nous sacralisons. C'est notre sens de l'histoire. Il n'y a plus d'histoire globale, sauf quand on retourne vers la religion, justement pour compenser cette expérience de la crise. Mais en même temps, on ne se satisfait pas d'être dans un non-événement, dans une uniformité. Du coup, ce qu'on sacralise, c'est la crise, l'instant de crise, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je crois que c'est assez grave. Donc, il faut aussi comprendre quelle est la crise du moment, quelle est notre crise. Et si on comprend qu'en effet, elle n'est pas n'importe laquelle, que, par exemple, telle pathologie qui revient, c'est pas seulement grave, c'est qu'elle vient contredire notre sentiment du progrès, la médecine, que tel bouleversement dans les représentations de la famille, de la parenté, de nous-mêmes, de la mémoire, de notre identité. C'est pas seulement une crise, c'est une crise de la représentation biologique de l'homme, de la place de la culture dans la vie, etc. À ce moment-là, on comprend mieux. Donc je crois que le moment de crise appelle une réflexion sur la crise du moment. Voilà. Oui, c'est pour ça que cette notion de moment est aussi réflexive. J'aimerais juste revenir un instant, si vous permettez, sur la question, ce moment au sens de moment, du pour temps. la créativité, pour l'émergence de quelque chose de nouveau. Et bon, là, est-ce que le terme crise entre encore en jeu ou pas? Enfin, bon, c'est peut-être juste une question de sémantique, mais peut-être pas. Mais vraiment, ce moment où, à partir de ce qui est présent, on crée le futur, si je puis dire, pour aller un peu vite. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une séquence qui continue ou des séquences qui continuent. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui apparaît. Et je pense qu'il y a un côté certainement neurobiologique qu'on peut discuter de ce côté-là. Mais ce serait intéressant de savoir si même neurobiologiquement, les moments critiques ne sont pas justement des moments qui sont toujours
entre la vie et la mort, entre le chien et le loup, qui sont prêts à basculer dans la destruction ou au contraire dans la création. Et je pense que la création, c'est toujours sur le fond de l'angoisse, ce qui fait que le créateur est souvent dit mélancolique aussi, de l'angoisse qu'au lieu d'arriver à créer dans le moment critique, il retombe dans la destruction. Et c'est vrai que le moment critique, c'est aussi ce moment, ce sentiment que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, en fait. Et l'expérience de la création est aussi une expérience risquée, mais qui permet, oui, je crois que qui n'est pas entièrement prévisible, qui dépend de cette mise en jeu de tout ce qu'on a préparé, construit dans l'inédit, dans l'improvisé, dans l'imprévu. Cette citation de Valérie, ou après, comme vous disiez après, aujourd'hui je vais écrire un texte historique, ou je ne sais pas, c'est justement impossible. Impossible. Par contre... Elle disait, je vais lui disait autre chose. Non, je vais me faire une surprise. Je vais me faire une surprise. Mais bon, ça veut dire... Mais cette idée de surgissement, parce que dans le moment, enfin, la question de la créativité, de la synchronie, telle qu'on la pose, repose sur l'idée d'une discontinuité créatrice, quoi. Parce qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a une discontinuité destructrice, enfin, une discontinuité créatrice. Et que là, il y a effectivement une distance particulière entre ces différentes dimensions de la discontinuité. Parce que la discontinuité, même en psychanalyse, en psychiatrie, peut être vue comme dissociation complète, perte de la réalité, plus de constance de soi. Et puis de l'autre côté, la continuité peut être vue comme compulsion de répétition. N'est-ce pas? Enfin, on pourrait mettre ça entre pulsion de vie et pulsion de mort. Oui, je pense aussi que le moment critique, c'est le moment où on réalise qu'on est face à une alternative et que les choses sont pas tranchées définitivement d'un côté ou de l'autre, qu'on a des capacités de réponse. Ça réactive aussi des capacités de réponse. Et de ce point de vue-là, la crise réveille nos capacités critiques, doit réveiller aussi nos capacités critiques. Enfin, on pourrait revenir sur le sens du critique d'une manière générale. Mais là, il y a un côté moment de vie, moment de mort. Voilà. Enfin, il n'y a pas moment du vivant. C'est une notion de Bergson ou de toi, de vous, enfin de qui, le moment du vivant. Parce que là, il y a une exigence du vivant. Que tu aies mentionné Bergson, parce que vraiment, je ne suis vraiment pas philosophe, je ne vais pas me lancer dans des territoires que je connais mal, mais on a utilisé le terme de discontinuité créatrice. Bon, ça fait écho à évolution créatrice. On parle de moment, ça fait quand même durée et simultanéité. Je veux dire, il y a quand même... alors bon, c'est un peu conditionné mais, par oui, peut-être, voilà, on est de conditionné, Bergson, mais est-ce qu'il y a une résonance avec ces concepts justement, franchement, de durée? C'est un peu, on peut dire aussi, ce qu'on a parlé, cette diachronie et puis cette émergence. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Bergson est le penseur du temps créateur, qu'on a toujours tendance à réduire à de l'espace. Et au fond, j'y faisais allusion un peu tout à l'heure. Enfin, je le reprends un peu d'une autre manière en disant que... quand on est dans le temps, on crée quelque chose sans savoir qu'on est dans le temps, et quand on le regarde de l'extérieur, on le spatialise, et donc on le perd. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça aussi qui le rend intéressant, qui fait, selon moi, qui fait partie de ce que j'appelle le vitalisme critique. C'est qu'on n'a pas le choix, on est forcément dans les deux, on n'est jamais dans la pure création. On est aussi dans la contrainte vitale qui nous force à ne pas être tout le temps dans la création, mais il faut aussi répondre aux urgences, il faut aussi être dans la répétition. Et au fond, d'une autre manière que Freud, il a pensé cette ambivalence de la vie et de la mort. Et je dirais même, ils ont tous les deux pensé que face à cette urgence, à cette fatigue, à cette répétition, à cette mortalité, la seule réponse, c'est la création. C'est-à-dire que vivre ne consiste pas seulement à ne pas mourir, mais pour ne pas mourir, puisque la mort est une pesanteur, il faut créer. Il n'y a pas le choix, en fait. Donc, qui n'avance pas recule, qui ne crée pas détruit. Et qui ne... Voilà. Et c'est vraiment, je pense, cette obligation ça rejoint de créer qui leur est commune. Oui, ça rejoint presque l'idée freudienne d'exigence du vivant. Enfin, qui a quelque Ils parlent tous les deux, d'ailleurs, d'exigence de création. Oui. On n'a pas le choix, il faut inventer quelque chose. Si on n'invente pas, et même si on se contente de survivre, en fait, on meurt. Donc c'est pulsion, vraiment, pulsion de vie, pulsion de mort, comme tu l'as mentionné, absolument. Oui, je crois que ça, c'est vraiment l'ambivalence fondamentale, ce qui fait aussi qu'on ne peut pas penser la vie sans la mort. On ne peut pas penser
création sans son contraire. Et du coup, le moment critique, c'est aussi ça. C'est le moment où se décide cette dualité. Mais il ne faut pas le maintenir seulement dans l'urgence. Tous nos instants de vie sont des instants critiques. Bon, mais ça veut dire que cette conversation nous amène à revisiter cette notion de discontinuité. On a beaucoup utilisé avec l'idée de la plasticité, réassociation de traces, des phénomènes biologiques comme la reconsolidation. Au fond, sont des facteurs de discontinuité. Dans le champ biologique, introduire la notion de discontinuité par rapport à l'idée classique de causalité et de déterminisme est vraiment problématique. J'ai l'impression que parfois, le point de convergence entre neurosciences et psychanalyse autour de la plasticité, de l'inconscient, la temporalité de l'inconscient, de la discontinuité liée à la réassociation de traces, c'est quelque chose qui est pour nous au centre de nos préoccupations, mais particulièrement difficile à transmettre. Alors si je creuse mon idée tout à l'heure pour prolonger là-dessus, ça rejoint aussi quelque chose que j'ai essayé d'écrire avec les deux sens du mot revivre. Revivre qui est la répéter, ressasser, et revivre comme recommencer, réouvrir. Et ce que je pense, c'est juste pour rester dans cette idée paradoxale qu'on recrée vraiment quand on ne le sait pas. Je pense qu'il y a deux manières de se relier au revivre positif. Il y en a une qui est et à la discontinuité positive, réouvrir la plasticité. Il y en a une qui est, à mon avis, trompeuse sur le mode de la promesse. C'est-à-dire, il faut recommencer à vivre, ça va aller, tu verras, il y a aussi un avenir. Je crois qu'en réalité, le vrai recommencement, il est dans un mouvement effectif qui réouvre en acte un avenir, mais dans le présent. On commence déjà à faire quelque chose concrètement. Ce n'est pas dans la promesse, ce n'est pas dans la visée de l'avenir. Et je crois que c'est extrêmement important du point de vue, aussi pour peu que, moi j'y connais rien, mais même dans le corps, dans le cerveau, le corps a le sentiment d'être en santé, à mon avis, s'il commence des mouvements spontanés. Un mouvement aussi léger soit-il. C'est-à-dire sortir de la répétition, sortir de la maladie, c'est réapprendre à bouger. Mais concrètement, maintenant, c'est pas dire ça va aller mieux, c'est faire concrètement un mouvement dans l'espace et dans le temps, un minimum de spontanéité et de créativité. Mais je crois que dans l'histoire, c'est pareil. On n'a plus besoin forcément de promesses absolues, mais par contre de vraies réouvertures ici et maintenant. Que des relations se remettent en jeu dans la société, que les conversations reprennent, etc. Oui, mais comme, finalement, dans le travail analytique, ça se joue qu'au présent. Parce qu'il y a trop tendance à voir la psychanalyse comme... Mais un présent qui est quand même le commencement d'une suite. C'est-à-dire, c'est pas... Non, je dis, il y a une trop tendance à voir la psychanalyse comme le spécialiste de la prédiction du passé, c'est-à-dire de mettre le passé en jeu, et puis également une promesse. Enfin, on pourrait le prendre dans les deux sens, alors que tout ne se joue qu'au présent. Au présent, mais dans un présent qui, en effet, reprend le passé et en acte le sentiment que quelque chose revient, repart. C'est-à-dire, c'est pas un présent, pas un présent seulement figé. Non. Sinon, il n'aurait aucune... Enfin, voilà. Non, je trouve que cette notion de revivre, vue dans les deux acceptions, revivre, donc répéter et revivre, repartir. Bon, là, de nouveau, on est là pour, comme ça, discuter et faire des liens, des associations, mais là, je retrouve un écho dans le terme reconsolidation, qui est un processus neurobiologique très précis, qui signifie qu'en fait, au moment où on réactive un souvenir, donc une trace, eh bien, cette trace, elle peut soit effectivement se consolider, donc revivre au sens on répète, on consolide, on renforce, on retourne en rond éventuellement, ou alors au contraire, à cause de ce phénomène de labilité qui est intrinsèque au moment de reconsolidation, c'est-à-dire quand on réactive la trace, elle devient labile temporairement, ça veut dire qu'elle peut s'associer à d'autres et commencer autre chose. Voilà. Donc il y a du passé, comme vous avez très justement, il y a du passé déjà dans le présent. Voilà. C'est-à-dire que cette trace, elle est la trace de quelque chose qui s'est passé, mais au moment de la reconsolidation, elle entre dans quelque chose qui va se créer justement avec une association de nouvelles traces. Oui, elle se consolide différemment, donc effectivement elle va revivre. Revivre, vivre avec une ouverture. C'est vraiment... et la notion d'ouverture, ça va aussi avec la notion
que ces traces sont labiles, donc elles s'ouvrent à d'autres traces Oui, oui. et à d'autres expériences. Et je crois que c'est tout à fait généralisable et surtout, c'est pas seulement deux processus, c'est l'un contre l'autre. C'est-à-dire, soit elle fait ça, Ouais. soit elle fait l'inverse. Ouais, Et à ce absolument. moment-là, elle se durcit, elle se replie et elle se ferme. Et donc, à mes yeux, c'est vraiment deux forces qui agissent en sens contraire, de telle sorte que le temps, pour moi, n'est pas une sorte de processus linéaire qui va du passé vers le futur, avec le présent au milieu. C'est plutôt chaque instant qui est tiraillé entre quelque chose qui est la répétition d'un passé et quelque chose qui est la reprise mais dès maintenant, de quelque chose d'autre. Voilà, c'est pour Avec ça un que risque. chaque instant est un moment décisif, pour Voilà. reprendre Et ce ça- terme photographique. Exactement, Enfin, mais ça chaque implique instant est un moment critique. est un moment critique. Avec un risque, je trouve que c'est ça, c'est aussi très important, parce Avec un qu'effectivement, risque. si on reprend cette analogie de la reconsolidation, la trace, c'est comme ça peut-être que se créent des associations qui sont après, entre guillemets, on va dire pathogènes, c'est-à-dire qui vont encombrer le sujet, parce que il y a un risque dans la reconsolidation, mais en même temps, c'est la seule Il y a une manière chance. de rester créatif. Voilà, c'est toute la complexité du rapport entre reconsolidation et traumatisme. C'est-à-dire, dans le traumatisme, il y a l'idée que tout va être remanié différemment. Finalement, il y a une coupure, il y a une ouverture, enfin, il y a un impossible qui permet que quelque chose d'autre surgisse. Mais ça peut ne pas cesser de se répéter. Et au fond, là, il y a un enjeu de vie ou de mort Voilà. dans toute dimension critique. Et moi, je trouve que ce qu'on ne mesure pas assez, et c'est pour ça que c'était beau de partir de l'idée de moment, c'est que ce qu'on ne mesure pas assez, c'est que ça redonne un sens à notre expérience individuelle et collective. C'est-à-dire on a le sentiment que notre vie n'a de sens que s'il y a une promesse absolue, ou que ou au contraire que l'alternative, c'est d'être dans le néant total. En fait, chaque instant de notre vie est polarisé, est orienté. Notre vie a un sens. Moi, je dis souvent que notre vie a un sens parce qu'elle en a deux. C'est-à-dire que soit elle part dans un sens, soit dans le mauvais, mais c'est dans l'immanence de la vie qu'il y a vraiment une orientation. Et l'histoire n'est pas finie. Elle ne sera jamais finie d'ailleurs, mais elle est jouée quand même entre deux risques. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux aussi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez sur l'idée de traumatisme, mais il faut prendre au sérieux l'idée qu'il y a de l'irréversible. Parfois, il y a des destructions irréversibles, sur le modèle quand même de la mort. Et inversement, il y a des résiliences, il y a des vraies recréations. Mais je crois qu'on ne peut ni idéaliser l'idée qu'on peut toujours repartir, parce que je crois que ce serait illusoire et dangereux, ni être fasciné par le traumatisme au point de se dire on ne peut pas prédire non plus quand ce sera fini ou pas. Enfin, donc, non, mais c'est sûr, il y a un côté, si on se met dans prendre une très au sérieux la logique destruction, clinique, je veux il y a dire un aussi. côté destruction, c'est-à-dire vulnérabilité, risque, et il y a un côté résilience, ouverture, remaniement des possibles. Donc c'est vrai qu'il y a des traumatismes destructeurs et des traumatismes créateurs. Bon, je préférais utiliser le mot crise, des crises destructrices et des crises créatrices. Crise de mort et crise de vie. Le traumatisme, bon, Oui, je comprends. c'est le maniement du traumatisme qui peut aller, le traitement du traumatisme qui peut en faire ou bien un facteur de répétition ou bien un facteur de changement. C'est aussi ce que chacun en fait, justement, de ça. Donc, Ou de ce que l'autre en fait. Ou que l'autre en fait. Hein, Est-ce puisque que- le risque du traumatisme, c'est que ceux qui entourent celui qui a vécu un traumatisme poussent le sujet vers ce qu'il voudrait lui éviter. C'est vrai, mais donc c'est vrai que le traumatisme est ce qu'on en fait individuellement et socialement. C'est une catégorie aussi historique et on sait bien que quand on parle de traumatisme, c'est aussi pour demander des réparations, c'est aussi pour entrer dans un processus de justice et qui fait partie du soin d'ailleurs, hein, et c'est tout à fait légitime. Mais en même temps, il y a aussi, qu'on appelle traumatisme ou crise, je pense que c'est très important de mesurer qu'il peut y avoir de la vraie destruction, qu'il peut y avoir de la perte sèche en quelque sorte. Et que c'est sur la base de ça qu'on doit penser toutes les reconstructions possibles, toutes les relances possibles. Et d'admettre cette négativité-là, c'est la condition pour admettre la véritable positivité, qui est une relance réelle. Le risque, c'est que sinon le discours sur la résilience, qui est très présent aujourd'hui, qui est très important à mon avis, hein, soit aussi un peu illusoire, masque au fond. Voilà. Et je pense que les vrais vitalistes critiques, ceux qui tiennent les deux bouts, admettent aussi la réalité de la finitude, du négatif, mais en même temps d'une réponse qui peut être infinie dans un instant.
Le propre de l'instant, c'est d'être en effet infini, c'est totalement infini. Il se passe quelque chose d'absolument nouveau. Il n'empêche pas la mort, néanmoins. Oui. Donc c'est ça, nous vivons une condition étrange où nous retrouvons un sentiment de l'absolu, mais qui n'empêche pas la finitude. Oui. Ça, Ça c'est veut dire compliqué qu'en à même temps, penser. c'est compliqué à penser, mais ça veut dire que ça C'est notre connecte condition. la notion de discontinuité avec la notion d'infini. Exactement. Oui, un infini, un infini. Un infini. C'est-à-dire, là aussi, c'est une très belle formule de Bergson. L'infini, c'est, par exemple, c'est dans un mouvement, il y a une infinité de points qui sont traversés. Et donc, si on veut le décomposer, on n'arrivera plus jamais à penser le mouvement. Mais en même temps, c'était un acte simple. Et donc, dans tout acte simple, il y a un infini. Et dans une phrase, il y a un infini à méditer. Mais ça ne reste qu'un infini. L'idée d'un infini absolument infini, d'une totalité de tous les infinis, est une abstraction de notre esprit qui fantasme l'idée de l'absolument infini. C'est une idée abstraite. On n'arrive pas à le concevoir. On peut le concevoir, mais on ne peut que le concevoir. Oui, mais on ne le rencontrera jamais. Non, voilà. Si on le rencontre, et c'est le problème de l'idée de Dieu d'ailleurs, c'est qu'il a à la fois la totalité, mais on n'arrive pas à penser autrement que comme quelqu'un. Mais chacun de nous, la pluralité des infinis est un véritable mystère. Parce qu'on a évidemment l'idée de les totaliser, mais c'est comme ça. Et je crois que c'est très compliqué, l'idée d'ailleurs qu'on aura plusieurs moments infinis. On a envie d'en avoir qu'un, comme l'idée d'amour fou, ou comme dit Nietzsche aussi, l'instant veut éternité. C'est ça, la joie veut éternité. Mais l'instant de joie qui est en effet éternisé, ben, il y en aura un autre, ou pas, mais il sera tout aussi infini que le premier, de même que Hamlet est tout aussi infini que Macbeth. Donc chaque œuvre d'art est aussi un geste simple et infini. Et on vit cette pluralité des infinis face à la réalité de la finitude quand même. Donc moi je pense qu'il faut penser cette tension-là. Ouais. Oui, là, mais vous me poussez dans la métaphysique vraiment que je revendique. Voilà, de cette tension résulte la crise du moment. Finalement, le moment peut être que de crise. Oui, mais ce n'est pas seulement le moment de crise, c'est vraiment la crise du moment. Oui. C'est-à-dire, si on le pense comme ça, on comprend que nous ne vivons pas seulement un moment de crise au sens vague, mais aussi une crise bien singulière, où on s'aperçoit qu'il y a des choses précieuses dans l'histoire humaine. La crise révèle aussi ce à quoi on tient, je pense, et ce qui est important. Donc la crise révèle que la vie est fragile, que les révolutions, par exemple, pour moi, c'est très intéressant. Aujourd'hui, les révolutions sont toujours sur deux fronts. Contre un régime qu'il faut renverser, et contre leur propre risque de devenir dictatorial. Et donc, elles découvrent aussi ce qu'il y a de précieux, et donc la menace renforce aussi la valeur, l'intensité. Et donc on vit, encore une fois, pas n'importe quelle crise. Je ne sais pas que je suis optimiste, mais je pense quand même que la gravité de la crise fait revenir aussi le sens du vivant. Oui. Le sens de notre expérience, ici et maintenant. D'où la force de cette notion de crise du moment, voilà. Plutôt que de moment de crise. Plutôt que de moment de crise. Il faut assumer notre expérience aujourd'hui de vivants qui peuvent éprouver des expériences de création face à des risques de destruction. C'est le moment. C'est le moment de conclure. De conclure. Là, ouais. Qui est une notion fondamentale dans le temps logique lacanien. Il a utilisé aussi ce terme, moment de conclure. Instant de voir, Lacan. Lacan, ouais. Instant de voir, temps pour comprendre, moment de conclure. Et qu'au fond, dans le moment, il y a un moment de vie et un moment de mort. Donc on va laisser le moment dans son indistinction, l'indistinction de son destin. Oui, un temps pour tout, mais le moment de conclure sera suivi d'autre chose. Okay. Voilà, merci beaucoup. C'est moi.